Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre Le yoga pour les hommes. Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour à tous. Pour ce premier entretien de La Tête aux Pieds, je reçois mon compère et collègue Franck Guéry. Il est praticien shiatsu et professeur de qigong. Il partage avec nous sa bonne humeur pour nous parler d'alignement, d'énergie, de respiration et d'amour. Bonne écoute. Bonsoir Franck. Salut Adrien. Merci de participer à La Tête aux Pieds. Tu es le premier invité qui vient dans le podcast, donc je suis très heureux que tu aies répondu présent à l'appel. Merci à toi de m'inviter. C'est un plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Franck Guéry, je suis praticien shiatsu et j'enseigne le qigong. Je donne aussi des séances de méditation. Donc, brièvement, j'ai été très rapidement plongé dans l'esprit de la médecine traditionnelle chinoise et dans l'énergétique par l'intermédiaire de mon grand-père maternel, Gaëtan Maltese, qui a, contribué à l'introduction de la macrobiotique en France dans les années 60. Donc, brièvement, la macrobiotique, ce régime alimentaire traditionnel japonais qui doit se voir comme étant une cure. Et puis, ma foi, j'ai très vite entendu parler de yin, de yang, très vite entendu parler de cette relation évidemment importante entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, le microcosme et le macrocosme. Et donc, c'est quelque chose qui a très vite fait partie de ma vie. Et après une assez longue carrière de commercial, j'ai longtemps vendu des instruments de musique. Je me suis éclaté là-dedans parce que moi-même musicien. Je me suis rendu compte que j'arrivais en bout de course dans cette carrière et qu'il fallait que je revienne un peu à mes premières armes, à savoir l'aide centrée sur la personne. J'avais envie de me servir de mes mains, de me servir de mon cœur, et puis je me suis naturellement dirigé vers le shiatsu, qui est ce massage traditionnel japonais. On pratique des pressions sur les points d'acupuncture, les méridiens. Et puis j'ai été touché par l'enseignement du qigong parce que notre maître à l'époque pensait qu'un bon thérapeute doit être lui-même bien ancré, faire circuler correctement ou en tout cas le plus justement ses énergies dans le corps, et il nous a transmis le qigong, gymnastique traditionnelle chinoise, étirement des méridiens, respiration, méditation en mouvement, si je puis dire. Et puis j'ai eu vite l'envie de transmettre cela, en commençant notamment les consultations en shiatsu. Et puis les rencontres se sont faites très naturellement avec différents clubs parisiens que tu connais bien sûr, le Tigre Yoga Club, les Centres Ki, où je t'ai rencontré, mon ami Adrien. Et voilà, magnifique transition. Alors du coup, la deuxième question, c'était comment on se connaît, parce que pour resituer un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Écoute, comme on dit, le hasard fait bien les choses, si tant est qu'on croit au hasard. J'avais un cours, je me souviens, le mardi matin, ça devait être à 9h, quelque chose comme ça, et j'attendais patiemment mon tour, et juste avant, il y avait quelqu'un qui donnait un cours de pilates, et j'entendais rire, je trouvais qu'il y avait une super ambiance pendant ces cours. Je dis tiens, mais c'est qui, comment ça se passe? Et puis j'ouvrais la porte et puis c'était Adrien Mater qui donnait ses cours de pilates dans une ambiance. Oui, vas-y. Non, mais moi je me rappelle tout à fait de ça, et c'est ça qui m'a attiré vers toi en fait. C'est qu'il y a des moments où on se croisait dans le vestiaire, et moi à 8h le mardi matin j'avais la tête dans le sac, mais vraiment quoi. Et toi je te voyais tout guiré, tu sautillais, tout. Je me suis dit mais ce gars-là en fait il connaît un truc que je connais pas parce qu'il a vraiment la pêche quoi. Donc c'est ton énergie justement, on en reparlera, qui m'a attiré vers toi. Je me suis dit son truc ça marche, parce que s'il est aussi frais que ça le mardi matin, c'est qu'il connaît un truc quoi. Et donc après c'était la naissance un peu d'une histoire d'amour, on pourrait dire quoi.
J'allais y venir, c'est-à-dire que assez naturellement, le mardi matin, dans cette transition de cours entre toi et moi, on se serrait dans les bras, on sait pas trop pourquoi, mais on trouvait ça important de le faire. Et puis il y avait cette passation, et puis du coup, on a fini par discuter, par passer un peu de temps ensemble, et puis à trouver qu'on avait des choses à partager, et peut-être à transmettre ensemble. Et on a monté les ateliers Conscience en mouvement. Absolument, On faisait absolument. Donc, un cycle d'ateliers où on mélangeait pilates, yoga, qigong et exactement. beaucoup d'autres choses et des blagues vaseuses aussi. C'était comme ça le pivot du. Mais oui, c'était le pivot, c'était l'axe central, L'axe c'était les central. blagues vaseuses. Mais voilà, pour revenir à Conscience en mouvement, c'est quelque chose que j'avais déjà créé avec une amie, Johanna, sophrologue. Et effectivement, c'était dans cette continuité de partager cette transmission, euh, j'allais dire des savoirs, mais aussi un petit peu d'amour. On peut en parler, on en parlera peut-être plus tard. Mais c'était l'idée justement de faire le lien entre ces différentes disciplines. Donc à l'époque, c'était sophrologie et qigong, et on s'est vite aperçu que qigong et pilates fonctionnaient très très bien. Qigong, pilates, yoga fonctionnaient très très bien parce que finalement, on parlait un peu des mêmes choses sous des angles un peu différents. Donc ouais, c'était assez complémentaire et je pense que les personnes qui avaient suivi le cycle étaient assez contentes. Ouais, c'était chouette. Ok, alors du coup, je poserai cette question-là à tous les invités, mais quand je te parle de la tête aux pieds, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, ça m'évoque très naturellement l'idée de l'alignement. Dans toutes ces disciplines, et vraiment, hein, si vous prenez un programme d'un club parisien ou autre et que vous prenez les disciplines, elles ont tout un point commun, c'est l'alignement. C'est ce qui se passe entre le ciel et la terre, et donc la tête et les pieds. Et, euh, et, et je me suis aperçu notamment que on privilégiait, en tout cas à notre époque, beaucoup plus la tête que les pieds. Et pour en parler notamment avec certains autres professeurs de yoga, on s'est mis d'accord sur cette idée que il manquait ce retour à la terre, ce retour à la matière, à la densification des énergies, un peu comme si on avait tourné la tête uniquement vers le ciel pour aller vers cette spiritualité comme étant plus un but qu'un chemin, alors qu'il ne faut pas oublier que ça part de nos appuis et de la terre en l'occurrence. Et donc, je trouve que ce titre que tu as trouvé de la tête aux pieds est génial parce qu'en plus, il suit ce sens. C'est-à-dire que c'est de la tête aux pieds et non plus des pieds à la tête comme on serait tenté de le faire un peu rapidement, je trouve. Ok. Ouais, donc une façon un peu plus d'incarner, enfin, parce que quand tu parles d'alignement, c'est pas un alignement uniquement postural, quoi. C'est énergétique ou entre le physique et le mental. Mais c'est à travers tous les corps, psychiques, énergétiques, physiologiques. Et je me suis aperçu tout au long de ma pratique et de mes enseignements que, au travers de cet alignement, plus on s'en rapproche, plus il se passe quelque chose d'assez fort. Je dirais, il y a la manifestation de l'abondance qui se joue dans cet alignement naturel. C'est-à-dire que plus tu t'alignes entre la tête et les pieds, entre les pieds et la tête, plus tu t'alignes, plus tu te connectes à quelque chose, parce que ça passe par le cœur aussi, cet alignement. Faut pas l'oublier, c'est-à-dire que tu as la tête d'un côté et les pieds de l'autre, et entre les deux, tu as le cœur. Et quand ça traverse le cœur, ça traverse l'âme, et à travers l'âme s'ouvre quelque chose de très très grand qu'on appelle l'abondance. Et comment tu définirais ou comment tu distinguerais l'âme de l'esprit, par exemple? L'esprit pour moi est beaucoup plus localisé dans la tête avec le mental, avec la réflexion, avec la volonté, avec tout ça. Et l'âme, elle, serait, à mon sens, beaucoup plus localisée au niveau du cœur. Et je dirais même que on parle de l'âme de chacun, mais j'ai le sentiment, et ça c'est très récent dans mes méditations, que finalement il s'agirait que d'une âme, une âme collective, un peu comme disait notre ami Carl Jung avec l'inconscient collectif. Mais c'est une autre manière d'appeler ça l'âme. Et je pense que c'est une entité qui nous dépasse tous et que nous incarnons chacun de notre côté, à notre manière, mais c'est pas quelque chose que nous avons, que nous possédons. C'est l'âme d'une manière générale que nous incarnons à notre manière, chacun de notre côté. Et c'est pour ça que nous nous sentons évidemment
reliés les uns aux autres, et c'est à travers cela d'ailleurs qu'on se sent reliés les uns aux autres. Ok. Donc, il y a une façon aussi de travailler sur cet alignement, ça pourrait être parce que moi, j'ai le sentiment que la société est quand même assez divisée en ce moment. Oui. Donc, un de mes buts dans ce podcast et dans mon enseignement, c'est un peu de rassembler les gens. C'est en eux-mêmes et avec les autres aussi. Donc, tu penses qu'il y a aussi une dimension sociale à la pratique des disciplines comme ça, comme celle qu'on propose? Évidemment, parce que aujourd'hui, c'est admis, hein, même les plus sceptiques, je dirais, commencent à être d'accord sur cette idée que on produit de l'énergie, on produit de l'électricité, si on veut aller être dans le plus concret. Et moi, je crois que on peut influencer de manière plus globale une énergie humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal de groupes de méditation, pas mal de groupes de pensée qui effectivement se regroupent et qui produisent une énergie positive grâce à la méditation. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça me ramène à une idée de révolution intérieure. Aujourd'hui, la révolution, si tant est qu'on veuille en mener une, et ce serait d'ailleurs peut-être pas mal le temps de le faire, mais bon, ça c'est un autre podcast. L'idée, ce serait que aller dans la rue et manifester, c'est très très bien, et je respecte ceux qui le font, et je les trouve évidemment très courageux. Moi, je pense qu'il y a aussi une révolution intérieure à faire, et qui passe par les pratiques comme le yoga, le pilate, la méditation, le développement personnel, tout ça. Cette révolution, en fait, elle est intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle va changer tes comportements de vie, tout simplement. Tu vas certainement consommer différemment. Tu vas privilégier les circuits courts. En fait, c'est de la tête aux pieds. Tu vas partir de la tête pour aller aux pieds, donc revenir à la terre, qui a tellement de choses à nous donner, des ressources évidemment intarissables si toutefois on les respecte. Mais c'est un peu ça, cette idée justement de la méditation, et dans l'alignement justement, je pense faire cette révolution en paix et intérieure. Et c'est d'ailleurs la démarche que j'ai mise en place récemment avec des méditations guidées gratuites que je propose en semaine, juste pour se réunir et puis peut-être avoir des intentions. Alors, pour les religieux, on peut parler de prière, ça me pose aucun problème, mais ça peut être simplement des intentions positives vers un meilleur, vers un mieux, vers peut-être une meilleure manière d'envisager la suite. Ok. Donc, bon, tu as déjà un petit peu répondu, mais une autre question que je voulais te poser, c'était quelle était ta vision de l'enseignement, puisque tu divises ton temps entre la pratique du shiatsu, où là c'est plutôt individuel, c'est comme un soin, et les cours en groupe, ou même les cours privés. Et donc, en tant qu'enseignant, comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu transmets? Déjà, moi, je pars du principe que rien ne m'appartient. C'est-à-dire que ce que je transmets, on me l'a moi-même transmis. Et même si je l'ai adapté à ma personnalité, à qui je suis, ça ne m'appartient pas. Et cette transmission, c'est du lien et du liant. C'est-à-dire que vraiment, on va aller chercher. Et quand on s'adresse à l'âme, il se passe des choses. On n'est plus dans le mental, on n'est plus dans la posture, dans la rigueur, dans la volonté de faire. Ce que je dis souvent en cours, c'est transformer le verbe faire en verbe être. On est trop dans le faire et on en oublie d'être. Donc voilà, l'idée, c'est qu'en tout cas moi, quand je transmets, je m'adresse pas qu'à des élèves. Je m'adresse à des maîtres aussi, parce que j'apprends beaucoup de mes élèves, énormément. Ils me permettent de développer l'humilité et de revoir à chaque instant justement ce que je pense être mes enseignements. Donc oui, c'est ça, transmettre, c'est partager, et c'est pas unilatéral. Transmettre, c'est un vrai partage. Encore une fois, je reviens sur ça. C'est je donne, je reçois. Mais d'ailleurs, je le disais en cours tout à l'heure, en cours de Qigong, c'est comme la respiration. J'inspire, je reçois, j'expire, je donne. Et puis on est dans cette permanente danse, dans ce permanent mouvement, yin-yang, dedans, dehors. Et donc, c'est du mouvement. Ok, magnifique. Et donc avec le mouvement vient l'énergie. Et moi, ça, il y a plusieurs approches différentes, plusieurs conceptions occidentales ou plus orientales, disons, soit d'Inde, soit de Chine.
Et pour toi, ce serait quoi l'énergie? Comment tu définirais ça? L'énergie, il y a différents stades de l'énergie. Déjà, pour moi, la matière telle qu'on la connaît, hein, cette table que tu touches, même ce bras que tu peux toucher, pour moi, c'est de l'énergie densifiée. C'est un état d'énergie. Après, tu as l'énergie qui va aller jusqu'à la lumière, jusqu'à des énergies que tu ne vois pas, que tu peux ressentir, mais qui ont en tout cas leur fonction et leur manifestation dans la vie. Évidemment, moi, l'énergie, je la relie au mouvement yin et yang. Ce sont des énergies qui viennent de la terre, ce sont des énergies qui viennent du ciel, qui se, qui se combinent et qui se complètent aussi. Voilà. Après, l'énergie dans le corps humain, en tout cas dans ma vision de la médecine chinoise, du shiatsu et du qigong, c'est une énergie notamment qui peut être entravée dans sa circulation, et soit par des mauvaises habitudes alimentaires, soit par une mauvaise gestion des émotions. Hein, l'émotion a un potentiel bloquant de l'énergie. La colère, la tristesse peut bloquer beaucoup les énergies dans le corps. Et donc, le yoga, mais même le pilate, le qigong, comme bien d'autres, sont là justement pour déverrouiller, hein, pour enlever ces stagnations d'énergie dans le corps, qui peuvent devenir d'ailleurs à la longue, à force de stagnation, des déséquilibres, voire des maladies. Et justement, ça c'est, comme je disais, un autre aspect de ton travail. Quand tu manipules les gens en shiatsu, tu peux percevoir ces stagnations par l'observation, par le toucher? Alors, elles peuvent être évidemment manifestées matériellement par des tensions musculaires, hein, dans les bras, dans les jambes. Ça peut être par contre des petits creux, où là, effectivement, il va y avoir un manque d'énergie. Mais je n'ai personnellement pas cette capacité de sentir l'énergie, comme d'autres le feraient, notamment avec le Reiki ou le magnétisme. Mais je n'ai pas cette capacité-là encore. Je ne suis qu'un petit scarabée, ça peut évoluer. Ça va se développer. Mais du coup, quand quelqu'un vient te voir et te parle d'un problème qu'il a, comment en tant que praticien shiatsu, encore une fois, comment toi tu travailles avec cette personne et qu'est-ce que tu peux lui apporter? Alors, moi, de manière très rapidement, j'ai relié le corps à l'esprit et l'esprit au corps. Et une séance de shiatsu démarre toujours par un entretien où la personne, durant lequel la personne va me dire qui elle est, d'où elle vient et comment son déséquilibre est apparu. Et le lien se fait assez rapidement entre l'émotion et l'énergie. Souvent, il y a des blessures dans la vie. Alors, ça peut être des choses, ça peut être des trahisons, ça peut être des colères refoulées, ça peut être toutes sortes de blessures. Si on les relie justement au corps, elles peuvent y trouver une forme de libération, déjà à y mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, je prends conscience que j'ai une tension, je prends conscience de la manière dont elle est arrivée, comment je la ressens, et puis j'y mets de la lumière, encore une fois, la lumière de la conscience. Là, c'est déjà un bon départ de libération. Après, il y a l'idée de l'identification à sa propre tension et à sa propre maladie. Tu sais, Adrien, on dit souvent je suis insomniaque, je suis colérique, je suis dépressif, je suis. Donc ça, c'est s'identifier à la maladie. Et je pense que ça, justement, pour en revenir à l'énergie, ça bloque une énergie en soi qui, à mon avis, entrave vraiment la possibilité de s'en libérer. Donc l'idée, ce serait par exemple de remplacer le je suis insomniaque par je souffre d'insomnie. Je suis dépressif par je souffre de dépression. Ce qui, à mon avis, est quand même un bon début de libération. Ouais, pour créer de l'espace, quoi, pour se distancier un peu, Bien sûr. travail de désidentification. Je ne suis pas ma maladie. Très bien. Et quand tu parles d'énergie, souvent aussi tu parles d'amour. Et je sais que tu es quelqu'un qui est plein d'amour et tu voulais nous dire quelque chose à propos de l'amour.
il faut bien différencier l'amour que j'appellerais romantique, l'amour relationnel, qui effectivement est plein de choses agréables, mais aussi de choses désagréables, et plein de mouvements, mais aussi plein de blocages. Mais bon, c'est l'amour romantique, comme je l'aime moi aussi. Mais au-delà de ça, il y a un amour que là, je rapprocherais plutôt là pour le coup de l'énergie, qui est une énergie un peu universelle. Alors, beaucoup vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler Allah, peu importe le nom que ça porte, mais pour moi, c'est ce que je vais appeler l'amour divin, qui est en chacun de nous et qui d'ailleurs se rapproche de ce qu'on pourrait appeler l'âme, l'amour, hein, c'est un peu la même racine, tout ça. Et donc effectivement, dans cet amour, déjà que en tout cas pour mes élèves et mes patients, j'essaie d'abord de le révéler en eux, pour eux et vers eux. C'est-à-dire que c'est l'amour de soi avant tout. Et ça, c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est simplement, dans un premier temps, se considérer comme étant le fruit de cet amour. Alors, on dit beaucoup dans la religion, vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes le fruit de Dieu, tout ça et tout. Pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, il faut l'accepter véritablement. Si je suis créé à l'image de Dieu, eh bien, je dois aimer ce Dieu et l'honorer comme je m'honorerais moi-même. Ça part de soi. On peut pas aimer correctement si on s'aime pas soi-même. Et je pense que c'est la racine de beaucoup de déséquilibres de notre société. Sûrement, effectivement, j'ai expérimenté ça aussi. Et je pense qu'un des aspects pour accéder à cet amour de soi, c'est d'accepter sa vulnérabilité, surtout quand on est un homme. Et d'ailleurs, tu as participé au livre Le Yoga pour les Oui, hommes. merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merveilleux livre publié aux éditions Le Duc. Et donc, tu partageais ton parcours et ta vision un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la vulnérabilité, justement, surtout pour les hommes, enfin pour tout le monde, mais Oui. Alors, la vulnérabilité, je pense que c'est vraiment important d'accepter, d'accueillir cette vulnérabilité. C'est aussi lié à notre idée de la perfection. Je veux dire, on vit dans un monde de performance, de compétition. De toute façon, très tôt, dans le système scolaire, on nous met en compétition avec les autres, on est noté, on est récompensé ou pas d'ailleurs. Mais cette vulnérabilité, il faut vraiment pas comment te dire, je trouve plus mes mots. c'est pas de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse. Au contraire, avoir conscience de ses propres vulnérabilités, c'est se donner les moyens, peut-être, d'être un petit peu plus fort. Hein, si on croit qu'on est, toi qui vient des arts martiaux, tu sais ça. Si tu pars la tête en avant comme ça, sans te connaître véritablement tes points forts et tes points faibles, et ben t'en prends plein la poire et ça sert à rien. Non, cette vulnérabilité, ça marche aussi avec l'humilité. Moi, en tant qu'enseignant, j'essaie de rester humble parce que sinon, je trouve qu'on n'est plus dans cet alignement dont je parle. On n'est plus entre la tête et les pieds. On n'est que dans la tête. Donc, non, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils sont formidablement imparfaits. D'ailleurs, je disais, depuis pas longtemps, je disais à mes élèves que dans l'univers, rien n'est parfait. Rien n'est parfait dans l'univers parce que tu prends même la plus belle fleur du monde, elle est belle parce qu'elle est authentique, elle est belle parce qu'elle est singulière, mais elle est imparfaite. Ça n'existe pas. Et je suis revenu là-dessus parce que voilà, c'est ça aussi la vulnérabilité, c'est aussi avoir conscience de nos lacunes et des choses que l'on peut améliorer. Je me suis aperçu que finalement, s'il y a quelque chose de véritablement parfait, c'est l'instant. C'est l'instant parce que l'instant, il est authentique, il est singulier, il est tel qu'il est et tu peux pas rejoindre un instant. Il est parfait. Qu'il soit confortable ou inconfortable d'ailleurs, parce qu'on pourra me dire oui, mais t'es gentil quand tu prends un coup de pied, t'es rigolo, mais c'est pas parfait. Bah, il est tel qu'il est l'instant. T'as pris un coup de pied, t'en fais ce que tu peux, ce que tu veux, et puis c'est parti quoi. Très bien, Franck. Ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu pourrais partager quelque chose avec les auditeurs, un conseil, une expérience, une suggestion de livre ou de musique ou...
Ça peut paraître assez banal, mais la chose pour moi qui est centrale, c'est la respiration. C'est de découvrir. Non, je savais que tu allais dire ça. Ah bah tu vois, tu me connais, Adrien. Vraiment, c'est le moteur, la respiration. C'est vraiment prendre conscience. De temps en temps, ça coûte vraiment rien, les amis. C'est le matin avant de partir au boulot ou quoi. C'est vraiment prendre le temps de prendre conscience que l'on inspire, que l'on expire, que l'on expire. C'est se relier justement au présent et à notre présence. Le souffle, rien d'autre. Vraiment, il y a tout part de là. Respirer en conscience, manger en conscience, et puis vous relier à vos ressentis. N'ayez pas peur de ressentir. Et on n'est pas vulnérable quand on ressent. On est soi-même et on est connecté à soi et à son âme. Merveilleux. Est-ce qu'il y a un livre le yoga pour les hommes d'Adrien Matin. Ah ouais, effectivement. Ça c'est sûr. Rien d'autre. Merci beaucoup, Franck. Mais sinon autre chose, parce qu'on sait que celui-là c'est vraiment le top du top, quoi. Mais si une fois qu'on a lu 50 fois le yoga pour les hommes et qu'on le connaît par cœur. Très simplement, un livre que j'ai fini aujourd'hui d'Arnaud Rioux. C'est la prophétie de l'aigle et du condor que j'ai trouvé très beau. Vous regarderez Arnaud Rioux, qui est entre autres chaman, et qui justement, et c'est bien parce que il est en lien avec notre discussion là, c'est que il parle justement du règne de l'aigle, qui est cet aigle qui est justement cette société très dans le ciel, très dans la performance, très dans le yang, l'action. Et il parle justement du condor qui, lui, va être dans la terre, dans l'introspection, la méditation. Et il nous dit qu'effectivement, là, nous sortons d'un cycle de 500 ans, règne de l'aigle, donc la production, la surconsommation. Et là, on arrive doucement vers justement ce cycle du condor qui va nous ramener plutôt vers la terre, vers l'introspection, la méditation. Et je pense que c'est là notre salut. Merveilleux. Arnaud Rioux, c'est le pote de Ken, non? Merci Ken et beaucoup. Rioux, voilà. Oui, oui. On n'a pas fait de blague de merde et voilà. Donc, mais si tu m'avais dit que c'était possible lors de ces podcasts, j'en aurais. C'est le premier. Je suis on a plus le temps maintenant. Mais il faudra que tu reviennes. Non, mais ça me paraissait bien de finir là-dessus. De conclure là-dessus sur l'amour. L'amour de la blague et du calembour. Ah non, mais alors, si tu vas sur ce... Voilà, une petite blague, alors, voilà. Non, pas du tout. Non. Par contre, non, là où tu as raison, et merci d'ouvrir là-dessus, c'est que l'humour, soyez joyeux, rigolez, faites des blagues, même de merde, comme Adrien, mais justement, ne vous prenez pas au sérieux. Marrez-vous. Très bien. Extraordinaire. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Merci. Écoute, merci à toi, Franck. Parce que je terminerai là-dessus. J'arrive pas à finir. J'ai vu, mais on sait. Non, mais voilà. Pourquoi merci? Parce que là aussi, la gratitude est une énergie absolument incroyable qui pourra guérir bien des maux. Ok, donc le rire et la gratitude, quoi. C'était recette. Oui, monsieur. Écoute, merci beaucoup, Franck, d'avoir participé à toi. Ce premier entretien de La Tête aux Pieds. Je noterai tes références en description, mais est-ce qu'on peut te retrouver quelque part pour si on veut prendre des cours avec toi ou prendre des venez faire un tour sur mon site internet, frankguery.com, tout simplement. Vous avez les cours de Qigong, mais aussi les méditations gratuites. Vous êtes évidemment invité à venir y participer. Pourquoi pas engager quelque chose, une énergie qui pourra peut-être changer les choses, qui sait, avec humilité. Et humour. Merci beaucoup, Franck. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Et à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous. Salut. Aujourd'hui, Franck nous a parlé de l'alignement entre le corps, le cœur et l'esprit, de l'importance d'être plutôt que de faire, et de la nécessité de libérer ses émotions, mais aussi de ne pas s'identifier à la maladie. Il vaut mieux vivre en acceptant sa vulnérabilité et ses imperfections, et surtout, ne jamais oublier d'utiliser la respiration pour être en présence, dans le présent, et vivre avec humour et gratitude. Merci Franck. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu,
N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.